Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce mardi 21 mai. Dans quelques instants, nous retrouverons Anthony qui va nous parler aujourd'hui de la possible évolution du rôle de l'OTAN dans le conflit en Ukraine. Mais tout d'abord, faisons un tour de l'actualité. En Nouvelle-Calédonie, la situation reste tendue. L'aéroport international de Nouméa restera fermé au moins jusqu'à jeudi pour les vols commerciaux. Mais les ressortissants néo-zélandais et australiens bloqués dans le pays pourront profiter de vols d'évacuation mis à disposition par leur gouvernement. L'Australie a reçu l'autorisation de faire décoller 2 avions, tandis que la Nouvelle-Zélande a déjà envoyé un premier appareil vers l'archipel. Et à l'Assemblée, le projet de loi sur la fin de vie a récemment franchi une nouvelle étape. Les députés ont élargi les conditions pour qu'un patient puisse mettre fin à ses jours dès lors qu'il est sujet à une affection en phase avancée ou terminale. Il ne serait donc plus nécessaire d'avoir un pronostic vital engagé. À noter que la notion de souffrance psychologique insupportable, comprise dans les conditions, est un terme assez flou qui pourrait permettre indirectement des abus. De plus, ce projet de loi soulève des questions sur les prélèvements d'organes après la mort, ce qui ouvre encore une nouvelle dimension sensible sur le plan éthique. Le projet de loi sur la fin de vie sera débattu le 27 mai à l'Assemblée nationale. Et la Cour d'assises de Paris s'apprête à juger 3 hauts responsables syriens pour complicité de crimes contre l'humanité et délits de guerre. Leur procès est lié aux attaques chimiques ayant causé la mort de plus de 1000 personnes en Syrie. Ces dignitaires occupaient des postes importants dans les services de renseignement syriens et sont accusés également d'avoir été impliqués dans des actes de torture. Et en Ardèche, une initiative pour le moins surprenante à l'abbaye de Notre-Dame-des-Neiges. Des religieuses ont lancé leur propre gamme de produits d'entretien Air des Neiges pour assurer l'autonomie financière de l'abbaye. Les religieuses ont adapté leur production pour équilibrer le travail et la vie religieuse avec un emploi du temps souple. De plus, une campagne de financement participatif a été lancée pour atteindre l'autonomie énergétique de l'abbaye d'ici l'été 2025. Une belle manière de créer un pont entre leur vie monastique et la société. Et les grèves touchent plusieurs secteurs de l'Île-de-France aujourd'hui en prévision des Jeux Olympiques. Ces grèves concernent principalement la SNCF, les aéroports et les écoles. Le syndicat Sudrail avance que les travailleurs font faire face à une surcharge de travail pendant les JO. Ils réclament donc des indemnités pour compenser les efforts fournis pendant cette période. Et il est temps maintenant de retrouver Anthony. Anthony, c'est à vous. Merci Rémi. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du risque croissant d'escalade de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. En effet, pour la première fois, l'Ukraine a officiellement demandé à l'OTAN d'envoyer des troupes sur son territoire. Et dans le même temps, le New York Times rapporte que l'OTAN envisage sérieusement d'envoyer des troupes en Ukraine. Plus précisément, les responsables ukrainiens ont demandé à leurs homologues américains et de l'OTAN de les aider à former 150 000 nouvelles recrues plus près de la ligne de front pour un déploiement plus rapide. Jusque-là, pour éviter l'escalade, Kiev s'était gardé de demander des troupes à l'OTAN. Alors, qu'est-ce qui a changé? Eh bien, il semblerait que l'armée ukrainienne ait désespérément besoin de recruter et de former de nouvelles forces armées. Et en face, le Pentagone, le ministère de la Défense des États-Unis, examine sérieusement cette demande et pourrait bien décider d'envoyer des troupes. Voici les détails. Suite à la demande officielle de l'Ukraine, le Pentagone étudie sérieusement la possibilité de déployer des forces militaires américaines sur le territoire ukrainien. Selon le rapport du New York Times, à l'heure actuelle, les États-Unis s'y refusent. Toutefois, le président de l'état-major interarmé, le général Charles Q. Brown Jr., estime qu'un déploiement éventuel de formateurs en Ukraine serait inévitable. Il a déclaré « Nous finirons par y arriver avec le temps ». Le rapport a été publié le jour même où le président ukrainien Zelensky, dans son discours nocturne, a lancé un appel désespéré aux alliés occidentaux en déclarant que la Russie essayait d'étendre la guerre et qu'il fallait forcer la Russie à une paix réelle et juste par tous les moyens. Bien qu'il existe depuis longtemps des indicateurs selon lesquels des dizaines de soldats des forces spéciales de pays occidentaux sont probablement déjà sur le terrain en Ukraine, l'envoi de formateurs de l'OTAN marquerait une escalade sans précédent.
Les forces russes sont déjà activement ciblées les entrepôts d'armes occidentales, et Poutine a promis de faire brûler les chars et les équipements fournis par l'Occident. L'OTAN supervise déjà un important programme d'entraînement des troupes ukrainiennes en Allemagne, au Royaume-Uni, en Pologne et même aux États-Unis, où des pilotes sont formés sur des F-16 au Texas et à Phoenix. Il existait un programme d'entraînement sur le sol ukrainien avant l'invasion russe de février 2022, mais il a été abandonné dans les jours et les semaines qui ont précédé le début de la guerre. La discussion autour de l'envoi de troupes a commencé chez nous, lorsque le président Emmanuel Macron a évoqué l'idée d'une intervention sur le territoire ukrainien il y a quelques mois. Depuis, la Lituanie s'est dit prête à agir et l'Estonie a déclaré qu'elle envisageait sérieusement d'envoyer ses troupes. Mais selon un responsable de la sécurité nationale, le rôle resterait éloigné des lignes de front. L'idée serait de contribuer à soulager la pénurie en personnel en Ukraine et lui permettre d'envoyer davantage de soldats sur le front. La Russie, quant à elle, a condamné la demande ukrainienne, on s'en doute, la considérant comme une provocation dangereuse. En effet, le Kremlin a déjà averti à plusieurs reprises que le déploiement de forces étrangères en Ukraine déclencherait une guerre directe avec l'OTAN. La décision finale du Pentagone sera donc scrutée de très près par la communauté internationale, tant elle pourrait avoir des répercussions majeures sur l'avenir de l'Ukraine et sur l'équilibre géopolitique de la région. Rémi, c'est à vous l'antenne. Merci Anthony. Si vous aimez nos émissions, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. Cela permet au fameux algorithme YouTubeiste de mieux nous classer et par conséquent à plus de bonnes personnes de bénéficier de notre chaîne. Merci à vous. Et aux États-Unis, le président Joe Biden a critiqué la CPI, la Cour pénale internationale, pour avoir demandé des mandats d'arrêt contre le Premier ministre et le ministre de la Défense israélien. Il a réaffirmé le soutien des États-Unis à Israël dans ses efforts pour éliminer les dirigeants du Hamas. Biden a déclaré qu'Israël ne commettait pas de génocide et qu'il n'y avait aucune équivalence à faire entre Israël et le Hamas. Et toujours aux États-Unis, le 27 juin prochain, Joe Biden et Donald Trump devraient s'affronter lors d'un débat télévisé. Biden a fait une déclaration sur le réseau social X en s'adressant à Trump. Il a déclaré, je cite, « Comme vous l'avez dit, où vous voulez, quand vous voulez ». Fin de citation. Et Trump a déclaré sur le réseau Truth Social qu'il a accepté le débat, disant qu'il était, je cite, « très honoré d'accepter le débat de CNN contre Crooked Joe Biden, le pire président de l'histoire des États-Unis et une véritable menace pour la démocratie ». Fin de citation. De plus, un débat est également prévu sur ABC News le 10 septembre. Et au Royaume-Uni maintenant, le rapport final d'une enquête sur un ancien scandale lié à du sang contaminé a été publié. Entre les années 70 et 90, des milliers de personnes ont été contaminées par le VIH et le virus de l'hépatite C à la suite de négligence de la part du système de santé britannique. Le Premier ministre Rishi Sunak a tenu à présenter des excuses officielles devant le Parlement au nom des gouvernements passés. Le gouvernement de Sunak a déclaré qu'il mettrait en place un programme d'indemnisation pour les victimes. Et en Italie, des dizaines de séismes d'une intensité inédite depuis 40 ans ont secoué une région près de Naples, semant la panique parmi les habitants. Heureusement, ces secousses n'ont pas provoqué de dégâts majeurs, mais la population a eu peur. Quelques scènes pendant le séisme et des vidéos montrant les dégâts causés par les secousses ont été diffusées sur les réseaux sociaux. Et il est temps de retrouver maintenant Vladia pour les actualités Chine. Vladia, c'est à vous. Bonjour à tous, merci Rémi. J'avais déjà commencé à en parler hier, la Chine lance une mesure pour tenter de sauver son secteur de l'immobilier, une industrie qui représente un quart du PIB du pays, mais qui est aujourd'hui enlisée dans la crise. Le problème est de savoir si cela va fonctionner. Pékin a déclaré vendredi que les gouvernements locaux rachèteraient certains appartements invendus. Les autorités ont également promis de déployer des efforts considérables pour livrer les logements inachevés. Cette mesure intervient après des années de turbulences dans le secteur. Tout a commencé en 2021 lorsque les autorités ont commencé à prendre des mesures pour lutter contre les dettes accumulées par certaines sociétés immobilières. De nombreux grands promoteurs immobiliers ont malgré tout croulé sous les dettes. La Chine s'est ainsi retrouvée avec des millions de logements invendus ou inachevés. Les mesures prises précédemment ne semblent donc pas avoir porté leurs fruits.
Des données récentes montrent que les prix des logements, les ventes et les investissements continuent de chuter. Aujourd'hui, Pékin déclare que les gouvernements locaux achèteront des appartements à des prix raisonnables pour en faire des logements abordables. Aucune précision n'a été donnée sur la durée de cette opération ni sur son mode de financement. Les autorités locales chinoises sont déjà endettées à hauteur de milliers de milliards. Par ailleurs, la Banque centrale du pays a annoncé vendredi qu'elle réduirait les taux d'intérêt hypothécaires et les exigences en matière de versement dans le but de stimuler l'achat de logements. Les marchés ont accueilli favorablement ces différentes annonces. L'indice chinois des valeurs immobilières a récemment bondi de 6%. Selon un expert, les efforts déployés par la Chine pour sauver son marché immobilier ne parviendront pas à résoudre le problème. They're running huge deficits, across almost all local, municipal and provincial governments, all over China. Le professeur de commerce Frank Chie ajoute que Pékin ne pourra pas sauver tous les promoteurs chinois. Some are government related, some are related to high-ranking officials. How do you do the selection? Monsieur Chie a fait remarquer que la corruption peut aussi se généraliser dans le contexte d'un financement du régime. Il a également indiqué que le prix des logements invendus peut devenir un problème. Ces prix sont actuellement gonflés, donc un rachat pourrait coûter trop cher aux autorités. C'est tout de mon côté, merci à tous, merci Rémi, à demain. Merci Vladia. Et on conclut cette édition avec un peintre de l'école de Bruges. Il s'agit de Gérard David. Gérard David est né vers 1455 en Hollande. Il est admis comme franc-maître à la corporation de Saint-Luc de Bruges en 1484. Cette corporation regroupait les artistes peintres et les sculpteurs. Il gravit les échelons jusqu'à en devenir le doyen. En 1507, il devient membre d'une confrérie religieuse orientée vers la charité. Gérard David est considéré comme l'un des derniers grands primitifs flamands. Il a été fortement influencé par le peintre allemand Hans Memling à son arrivée à Bruges. Son œuvre est enracinée dans la tradition flamande. Ses caractéristiques artistiques le définissent comme l'artiste qui a tissé le lien entre la peinture flamande du XVe siècle et la première Renaissance italienne. Il est resté toute sa vie à Bruges jusqu'à sa mort en 1523. Bien qu'il ait été oublié après sa mort, des recherches ont permis de redécouvrir ce grand artiste. Et voilà, c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 13h pour une nouvelle édition de NTD l'Actu. Très bon après-midi, à demain.